Bonjour, bienvenue à bord du 4e épisode du podcast audio Histoire d'aviation. Je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne, instructeur en aéroclub et avant tout passionné d'aviation. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à l'apprécier. Merci pour vos messages positifs et vos encouragements. Si vous aimez ce podcast, je vous encourage à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes et à poster un commentaire pour le faire découvrir à d'autres passionnés. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Après avoir discuté avec Alfred, pilote d'aviation d'affaires, avec Frédéric, pilote de ligne, et avec Jacques, directeur de magazine aéronautique et pilote privé, j'ai échangé avec Axel, jeune pilote professionnel en attente d'un cockpit, actuellement technicien des opérations chez Transavia. Je vous laisse maintenant écouter notre discussion. Bonjour Axel. Bonjour Olivier. Alors est-ce que tu peux brièvement te présenter? Qui es-tu? Alors je m'appelle Axel, j'ai 32 ans, je suis technicien des opérations à Transavia. Et par ailleurs, tu as ton CPL et ton IR? Oui, effectivement, j'ai l'ambition de devenir pilote de ligne et je suis ce qu'on appelle Frozen ATPL. Parfait. Alors on va commencer par le commencement, comme je fais avec tous mes invités. Quel est ton plus ancien souvenir aéronautique dans l'enfance ou dans l'adolescence dont tu peux te rappeler? Alors, mon plus ancien souvenir, je ne peux plus vraiment situer exactement là, ça doit être entre 7 et 10 ans. C'était en retour de Guadeloupe avec mon père. À l'époque, ce qu'on appelle l'écueil Caraïbes Océan Indien, c'était fait sur 747-300. Et l'équipage m'avait gentiment invité à faire l'atterrissage à Orly à la tombée de la nuit. Donc 747, cockpit illuminé à la tombée de la nuit, arrivant à Orly. Un souvenir mémorable. Ouais, ça devait être génial. Et alors, avant ça, est-ce que quand tu étais petit, tu envisageais déjà de devenir pilote? Est-ce que tu penses que cet événement a eu une importance pour ton futur, enfin dans ton envie de devenir pilote? Oui, d'autant plus que mon père en fait a travaillé chez Air France pendant 40 ans au sol. On dit souvent que les enfants d'Air France sont des bébés d'Air France. Effectivement, ça a conditionné en fait mon choix de carrière. Et alors ça a été particulier parce que à l'époque j'avais pas le niveau scolaire suffisant pour avoir l'ambition de penser à ça, hein, le rêve de pilote de ligne, pour des contraintes familiales, mes parents séparés. Et en fait je me suis rendu compte, on va en parler petit à petit au cours de cette discussion, que finalement c'était tout à fait accessible. Et j'ai relevé le défi et j'en suis quasiment à la fin là. Parfait. Alors ensuite, donc, quelle est la première fois que tu as pris les commandes d'un engin volant, d'un aéronef? Tu avais quel âge? C'était dans quelles circonstances? Alors, c'était assez tard, c'était pour le début de mon PPL. Assez tard par rapport à l'âge, on va dire. J'avais 23-24 ans. Et c'était ma première instruction de vol. Où c'était un Cessna 152, le Delta Sierra, je me rappellerai toujours. Cet avion, j'ai fait plein de choses avec lui. Et donc au départ de Lognes, aéroclub d'Air France, et déjà au-dessus de l'autoroute A4, j'avais déjà les commandes, et c'était un jour où c'était particulièrement venteux, il y avait beaucoup de turbulences, donc je ne savais pas si c'était mon pilotage ou si c'était les turbulences que je n'arrivais pas à contrer. Le Vario descendait, montait, descendait, montait. Je ne contrôlais pas grand-chose, j'étais un peu derrière l'avion, mais c'était un souvenir mémorable. Ouais, le premier vol aux commandes, c'est toujours un grand souvenir. Alors on va revenir un tout petit peu en arrière. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme bac et qu'as-tu fait après le bac? Alors, comme bac, en fait, j'ai fait un bac technologique, gestion des ressources humaines, donc quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le domaine scientifique ou l'aéronautique. Ce que j'ai fait après, en fait, ça a été conditionné par l'armée de l'air. Avant le bac, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire exactement dans l'aéronautique, mais j'ai assisté, comme tous les adolescents de mon âge, aux journées d'appel à la préparation à la défense, la GAPD. C'était à Vincennes, pardon. Et pendant que tout le monde était en train de digérer son petit déjeuner qu'ils offrent là-bas et regarder les vidéos de promotion de l'armée sur différents corps d'armes, il y a eu une cassette qui est passée de l'armée de l'air avec les sélections européennes. Et ils expliquaient brièvement qu'on pouvait être pilote de chasse avec le bac. Là, j'ai relevé la tête. Je fais pardon, on peut être pilote avec juste le bac. Toute ma vie, on m'a dit, Axel, oublie l'aéronautique. Pour l'instant, pilote, t'es pas au niveau, on partait du principe, dans ma famille on partait du principe qu'il fallait avoir fait maths sup, maths spé, tu sais, comme ce qui est demandé finalement aux sélections OPL ENAC pour être pilote de ligne. Donc moi j'avais un peu abandonné l'idée, et puis l'armée me dit que en fait non, c'était juste le bac,
tu peux être sous-officier, tu peux être pilote de chasse. Alors ça déjà c'est très important et je suis content que tu en parles parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens, surtout en France, on a un peu cette image comme tu le dis qu'il faut avoir fait un bac scientifique, maths sup, maths spé, etc., avoir une école d'ingénieur. C'est bien si on est bon en maths et si on fait ça, mais c'est pas indispensable. Je te laisse poursuivre sur donc les EOPN. Oui, sélection européenne. Donc le lendemain où j'ai appris ça, je me suis mis à bosser par passion sur ce que je faisais. J'aimais ce que je faisais. Et mes notes ont augmenté drastiquement. J'ai eu mon bac. Le lendemain où j'ai eu le résultat de mon bac, je suis allé au CIRFA, le plus proche. Je suis allé m'inscrire, très, très motivé. J'ai dit, j'ai mon bac, je veux être pilote. Ils m'ont fait passer les sélections. En fait, c'était en fin 2008, début 2009. C'était un peu sur la fin d'année. Et je suis fier de moi parce que, mine de rien, je suis allé jusqu'à la commission finale. Pour quelqu'un qui n'avait absolument aucune expérience aéronautique à l'époque, 17-18 ans, j'avais encore jamais piloté d'avion. Il y a des mecs qui faisaient du planeur ou qui faisaient du DR400, ils étaient sortis avant moi. Et la commission est arrivée et j'ai pas été retenu. Je pense pour un ensemble d'immaturité à l'époque, j'étais pas tellement mature, j'étais encore un peu foufou. Ouais. Et je pense que l'armée n'était pas encore assez, comment dire. J'étais pas assez prêt pour l'armée, pour être militaire. Et d'ailleurs, c'est ce que le gradé du CIRFA m'a dit ensuite. Parce que je l'avais appelé, je lui ai dit, est-ce que tu as des retours? J'aimerais bien savoir. C'est très important. Je note très important d'avoir des retours d'expérience sur ce que vous faites. Ouais. Du coup, c'était mon premier retour d'expérience là-dessus. Puis j'ai demandé, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Il n'est pas rentré dans le détail. Il m'a dit, tu n'es pas dans le moule militaire, mais tu as des capacités pour être pilote. Essaye dans le civil. Et là, ça m'a reboosté. C'est un super conseil, ça. Ah oui, ça m'a reboosté. Et à partir de là, je me suis dit, fais quelque chose à côté, mais en même temps, tu démarres ton PPL. Voilà, j'avais choisi le modulaire à l'époque parce que je voulais... alors, on expliquera peut-être plus tard le modulaire, l'intégré. Je voulais faire du modulaire parce que ça me permettait d'étaler un petit peu ma formation, de choisir vraiment les écoles avec lesquelles je voulais travailler. Et puis ça réduit drastiquement le coût aussi. À l'époque, c'était intéressant. Absolument. Alors donc du coup, après avoir passé les sélections, qu'est-ce que tu as fait avant de commencer ton PPL? J'ai tenté une année de fac, une catastrophe. J'étais pas vraiment motivé parce que j'étais à la fac de Marne-la-Vallée. Pour ceux qui connaissent, c'est juste sous la vente arrière de Logne. Ouais. Forcément, dans l'amphi, quand on essaie de travailler sur l'histoire du continent sud-américain en espagnol avec un SR-22 qui est en train de mouliner son hélice juste au-dessus, quand on aime l'aviation, on aura du mal à se concentrer là-dessus. Donc j'ai arrêté très vite. Et en fait, j'ai voulu rentrer directement dans le groupe, dans un groupe d'une compagnie, notamment le groupe d'Air France. Et j'ai été agent d'escale pendant 1 an en alternance, en formation, en même temps que je volais à côté. Alors parle-nous un petit peu de cette année en tant qu'agent d'escale, ça t'a plu? Qu'est-ce que tu as découvert? C'était une année merveilleuse en fait. Je connaissais déjà un petit peu l'ambiance de la compagnie parce que j'ai travaillé en tant que saisonnier étudiant sur les pistes à Orly, à transbahuter les bagages et tout ça. Mais là, c'était la première fois que j'avais un uniforme Air France avec une cravate. J'accueillais des passagers, j'étais au contact des avions, ça sentait le kérosène, il y avait une odeur de voyage, il y avait des valises, il y avait l'ambiance d'un aéroport qu'on connaît qui me plaisait, et c'était une année merveilleuse, tant sur le côté formation au CFA des métiers de l'aérien, que je salue d'ailleurs, à Vilgenis à l'époque, et tant sur le terrain, quoi. Oui, j'ai appris énormément. C'est ça, tu as appris énormément pour un futur pilote de ligne, c'est une expérience qui est hyper intéressante. Absolument. Et alors après ça, du coup? Alors après ça, à l'issue, Air France m'a proposé une formation bien spécifique que je ne connaissais pas, qui s'appelle TAE, Technicien Aéronautique d'Exploitation. C'est une formation en gros de flight dispatcher, donc de préparateur de vol, qui se fait avec l'ENAC. C'est un contrat de professionnalisation, je crois. Oui, c'était ça à l'époque. C'était sur 2 ans. Et l'idée, c'était de préparer les plans de vol, simplement. Voilà. Alors, ça paraît un peu bateau comme ça, mais en fait, c'est très technique. Il y a, pour ceux qui connaissent, il y a beaucoup de paramètres d'une formation de pilote de ligne, la TPL, qui entre en jeu. Et donc, on vous donne une destination, on vous donne une charge, on vous donne une machine, et en fait, vous computez tout ça dans un grand calculateur. Il vous ressort une route, vous analysez la route, qu'elle soit volable, la météo, les NOTAM, donc les notifications to airmen, et l'accessibilité des terrains. Enfin, c'était très intéressant, très épanouissant, et puis ça m'a dégrossi la TPL de façon géniale. Donc tu dis cette formation, combien de temps?
2 ans, c'était spécifique parce qu'en fait, Air France envoyait ses dispatchers qu'ils avaient actuellement à Atlanta pour une évolution de leur poste. Et du coup, ils ont fait une pierre deux coups, ils ont récupéré des petits jeunes pour faire le travail en attendant. Et en même temps, nous, ça me permettait d'être formé avec l'ENAC, avec des profs de l'ENAC qui étaient montés. D'ailleurs, bonjour à M. Messinès et M. Papon, s'ils m'écoutent aujourd'hui. Hein, c'est en grande partie grâce à eux si aujourd'hui j'ai encore l'ambition d'aller un peu plus haut. Et, voilà. Et donc, ce qui était bien, c'est qu'on n'était pas obligé d'être sur le campus de Toulouse. C'était les profs qui montaient encore une fois au CFA, des métiers de l'aérien à Villegenis. Et pareil, c'était genre 2 semaines de cours et 2 semaines... c'était plus 3 semaines de cours, 3 semaines sur le terrain, je crois, de mémoire. Alors, quand tu termines cette formation, tu as quel âge, du coup ? Bonne question. Je la termine en 2015, j'ai 26 ans. Et donc, dans la foulée, tu travailles à ce poste chez Air France, c'est ça ? Alors, c'était en même temps. C'était de 2013 à 2015 chez Air France en alternance. Et à l'issue, en fait, comme c'était un contrat de professionnalisation, j'ai profité, tant pis, je le dis, j'ai profité de mon chômage pour démarrer mon ATPL à distance. Là, j'avais choisi une école anglaise, s'appelle Bristol Ground School. Désolé pour mon accent, s'il n'est pas top. Alors moi, j'ai fait aussi mon ATPL par correspondance en anglais. J'avais utilisé les cours de Bristol Ground School, mais par contre, je l'avais fait avec une école en Belgique chez Uber. Ok, donc l'ATPL, théorique par correspondance, parle-nous-en un petit peu. Est-ce que c'est compliqué ? Donc du coup, tu faisais ça quasiment à plein temps, j'imagine ? Oui, à plein temps. Je me faisais mon petit horaire à la maison. L'important, c'est d'être organisé dans ce genre de choses. La passion, la motivation, elle vient toute seule parce qu'on démarre les grandes choses, donc il n'y a pas trop besoin d'élaborer là-dessus. J'avais peur du distanciel parce qu'il fallait que j'apprenne à travailler de moi tout seul. J'ai jamais vraiment travaillé tout seul de chez moi parce que je comprenais les choses assez vite, donc je révisais pas trop. Là, il fallait apprendre, il fallait trouver un rythme, il fallait à la fois s'organiser parce que les voyages, les examens se font là-bas dans l'école. Maintenant, c'était un centre d'examen, donc il fallait aller là-bas à Bristol. Ouais. C'est 7 heures de route. Moi, j'allais en voiture. Et donc, il fallait travailler sur le mental en se disant, il faut apprendre des choses. Et en même temps, il faut se dire, on se lance dans une grande aventure comme ça. Voilà. Mais en fait, c'est tout à fait faisable. Combien de temps ça t'a pris pour faire l'ATPL théorique par correspondance ? Alors moi, j'ai pris 2 ans. 2 ans parce que je voulais vraiment prendre mon temps et réviser les banques de questions avant de passer les examens. Et aussi parce que il a fallu 3-4 mois le temps que je revende ma moto, malheureusement, pour payer les frais d'examen là-bas. Oui, c'est assez cher, les frais d'examen. Ouais. Alors en France, l'avantage, c'est que si vous êtes au chômage, ils sont gratuits, les frais d'examen. Mais en Angleterre, c'est pas le cas. Donc c'est 80 livres, je crois, par module. Il y en a 14. Si on en repasse, il faut repayer les modules. Il y a les frais de déplacement, le logement, Airbnb, tout ça. Donc, et voilà. Et sinon, au niveau de la difficulté, moi, je trouve que c'est un PPL amélioré. Pas au niveau, c'est le cas de toute façon, c'est pas au niveau de la difficulté. Il y a 2-3 peut-être formules mathématiques qui sont peut-être un peu dures, on les apprend par cœur et ça passe. La TPL, c'est complexe parce qu'on a beaucoup d'informations qui viennent en même temps, d'un seul coup. C'est pas des informations complexes, c'est juste qu'il faut toutes les prendre en compte en même temps. Oui, tout à fait. Après la TPL alors, donc tu réussis la TPL théorique, oui. Qu'est-ce qui se passe après ? Après, je me mets à chercher du travail. En attendant, en fait, ce que j'envisageais, c'était les cadets. En fait, les cadets Air France, si vous avez déjà la TPL, vous pouvez prétendre, si vous n'avez pas de bac scientifique, ou à l'époque, c'était bac scientifique ou dans le commerce, il me semble. Et du coup, je dis, on va tenter les cadets, on verra bien. Et en attendant que ça réouvre, j'ai postulé dans diverses compagnies pour être préparateur de vol, notamment chez Transavia, où je suis actuellement depuis bientôt 4 ans. Ravi d'y être, une super équipe, une super compagnie qui est en train de se développer. Alors, avant de parler de ton boulot chez Transavia, qui est très intéressant, on va poursuivre un petit peu sur ta formation pro. Donc, après la TPL théorique, tu fais le mûrissement ou peut-être un petit peu en même temps ? Comment tu J'ai fait un peu de mûrissement, effectivement. J'ai oublié de le préciser. Ça fait partie des dépenses d'un ATPL, il faut le prendre en compte. C'est facile. C'était quelque chose comme 8 000 €, je crois. Je reparlerai du financement juste après. Et donc, je tente les cadets. C'était en 2018 quand ça avait réouvert. Et je me fais sortir au Psy 1 parce que j'avais pas travaillé un exercice assez bien. Et malheureusement, au Psy 1 cadet, un exercice peut être éliminatoire. Et du coup, je me suis dit, je vais voir ma banque. On fait, je lui montre le dossier, je lui dis, regardez, j'ai déjà mon ATPL, j'ai déjà un CDI dans une compagnie aérienne.
j'ai l'ambition d'être pilote de ligne, j'ai besoin de vous. Et en fait, ma banquière qui me suivait depuis le collège, vraiment depuis le collège, je sais pas, elle m'a trouvé très sympa, elle m'a fait un super taux intéressant. Donc ça, petit aparté pour les banques, faut pas hésiter à faire des marchés. Faut pas hésiter, même si on a une banque historique, familiale, quoi que ce soit, faut pas hésiter à aller voir les autres banques. Bien sûr. À leur dire, ils me proposent ça. Ça fait partie des règles du jeu pour. Faut les mettre en concurrence. Ouais. Voilà, ça peut drastiquement baisser le loyer du remboursement. Donc du coup, cet emprunt, c'était pour payer à la fois ton mûrissement et puis la partie professionnelle. Exactement. Exactement. Parce que j'avais déjà financé en fait le reste avant, avec mes économies, avec le fait que je travaillais un petit peu à gauche à droite. Et donc le reste a été fait donc pour le mûrissement, CPL, IR, Multi-Engine, et j'ai même réussi à économiser assez jusqu'à la MCC. Alors parlons du mûrissement, c'est intéressant le mûrissement. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton mûrissement ? Sur quelle machine ? Est-ce que tu as été allé un petit peu loin ? Qu'est-ce que tu as fait ? Alors le mûrissement, au début je me disais il faut absolument le faire sur des machines rapides, complexes ou pour préparer quoi que ce soit, mais au final le faire sur une machine qui vole à 100 nœuds, c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas d'intérêt à faire ces 80 heures, ces 100 heures qui nous manquent sur des machines coûteuses, très complexes ou quoi que ce soit. L'idée, c'est juste d'engranger des heures de vol. On acquiert de l'expérience avec la navigation, avec le fait qu'on se démerde en vol ou quoi que ce soit. Du coup, moi, j'avais été sur les Tecnam P2008 de l'Aéroclub d'Air France à Logne. Que je connais bien. Exactement, on a volé 2-3 fois ensemble dessus. Et vitesse propre à peu près 110 nœuds, selon que le moteur soit en forme ou pas. Et je faisais des legs de 3 heures, j'allais au-dessus du Morvan, je faisais des grandes boucles en fait. Je me posais pas trop, j'aurais voulu me poser un peu plus, mais je faisais des grandes boucles, j'allais jusqu'au Touquet, je revenais. Toujours des vols de 3 heures. C'était facile pour moi de calculer comme ça. Et du coup, à chaque fois, c'était les 300 nautiques que je faisais. Et voilà, donc j'ai monté les heures très très rapidement. Quand on a les finances et le temps, c'est sûr. Les heures montent très 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 vite. Alors sur ce mûrissement, est-ce que tu as une petite anecdote éventuellement qui te revient, un petit souvenir particulier ? Alors sur le mûrissement, pas grand-chose parce que je posais tellement le soin à préparer mes plans de vol comme je faisais dans mon travail que finalement, en fait, j'arrivais à anticiper la météo, les vents correctement et j'arrivais à être très précis dans mes navigations. Qu'est-ce qui aurait pu être racontable ? Peut-être si la 300 nautique, parce que du coup c'était un de mes vols que je faisais, sauf que je m'arrêtais à Amiens et au Touquet, où j'ai été stupide de partir avec un 50 nœuds de vent à 2000 pieds. Je l'ai fait quand même, mes calculs étaient bons, mais on peut pas vous dire au Touquet, je franchissais le seuil à la vitesse des mouettes, quoi. Le vent était tellement fort. C'était pas raisonnable de faire ça. J'aurais peut-être dû attendre une meilleure météo. Mais si tu veux une anecdote intéressante, je peux parler par exemple de mon premier lâcher. Bah allons-y. Sur Cessna, donc c'était bien avant tout ça, bien avant mon ATPL. Et en fait, en finale, à Logne, c'était la 26, tombée de la nuit. Cessna 152, donc c'est un yoke avec des cornes, donc c'est un manche avec des cornes. Et puis l'alterna, donc le bouton, le push to talk pour parler avec la radio, et sur le manche, sous mon pouce. Et en fait, je me parle à moi-même. Hein. Tu vois déjà, je vois ton regard, tu vois en venir. J'ai bien compris. Je me parle à moi-même et je me dis, allez, tu vas y arriver, c'est bon, t'es à la bonne vitesse. Et puis à la fin, quand je vois que je suis super bien établi, je me mets à déconner un peu. Puis je fais 500, 400, comme les GPWS dans les Airbus, tu vois, simplement. Le problème, c'est que j'avais le doigt sur l'alterna, sur 118.6. Donc je me pose, je sors au premier taxiway. Je dis, bon voilà, j'ai dégagé la piste en novembre, je sais plus quand, novembre 3, c'est ça, ouais. Novembre 3, je voudrais m'aligner pour faire un deuxième tour. Pas de réponse. J'appelle 2-3 fois. Et là, en fait, il y a le gars de la tour qui prend la ligne. Excuse-moi, ma collègue est partie pisser tellement elle rigole, elle en peut plus. Repose-toi là-bas. Et là, j'ai mon instructeur qui me dit, oui, fais attention, Axel, t'as ton doigt sur l'alterna. 1 heure après que je me sois posé dans l'Aéroclub, les mecs ils disent il est où Ils m'ont appelé Captain 320 pendant 3 mois, c'était génial. C'est une super anecdote. Ouais. Donc lever le doigt. Pendant tes longues heures de mûrissement, est-ce que tu as eu l'occasion d'emmener des gens avec toi ? Oui, j'ai emmené des gens de ma famille et notamment des amis qui aimaient l'aviation et qui avaient l'ambition de devenir pilote. Alors ça, c'est vachement important. Jacques, il y a 15 jours, en parlait dans le podcast, oui. Donc il y a 15 jours, et il expliquait que, je lui demandais, posais la question, est-ce que tu peux donner un conseil ? Et un des conseils qu'il donnait, c'est
voler, et notamment en tant que passager, on apprend énormément en regardant les autres, et donc c'est super que tu aies pu emmener avec toi des gens, des amis qui voulaient devenir pilotes, parce que on apprend en regardant ce que font les autres. Absolument, le backseat, comme on dit. Et pour toute phase de la formation, que ce soit PPL ou CPL, si on peut embarquer en troisième derrière, comme on dit en moto, en sac de sable, derrière les autres pour observer. On apprend énormément avec les erreurs des autres en observant. Ah, lui fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça. Ah, lui, il faut faire ça comme ça, je savais pas qu'il fallait faire comme ça, je vais plutôt faire comme ça. C'est très très instructif. Alors, il faut faire attention parce que en tant que pilote, on fait aussi des erreurs tous. Oui. Donc, quand c'est le pilote qui est à côté fait une erreur, il ne faut pas forcément faire la même chose. Mais voilà. Alors, donc tu termines ton mûrissement. Ouais. Ensuite, le CPL, l'IR, comment tu as choisi, déjà quelle école tu as choisi, comment tu as choisi cette école, sur quels critères? Alors, je n'avais pas les moyens pour une école en Angleterre, pas les moyens au niveau de temps, plus qu'au niveau argent. Je me suis dit, le milieu de l'aéronautique en 2018-2019, ça allait beaucoup mieux. Et je me suis dit, je peux me permettre d'aller dans une école française qui n'a pas forcément des accords avec les compagnies aériennes. Et j'ai dit, on va choisir des écoles tant qu'à faire. Il y en a plein sur la plateforme de Toussus ou sur Log. Je les ai toutes faites un petit peu à gauche, à droite. Et j'ai aimé on peut citer des noms. Bien sûr. J'ai aimé le côté familial de Trimaille, en fait, que je salue. Les instructeurs, M. Gréco, M. Martinez, Nart, M. Trimaille et M. Perrault, Jean-Charles Perrault, s'il m'entend. Et j'avais aimé, en fait, le côté... Comment dire, le côté pragmatique, pas d'uniforme, quoi que ce soit. On est là pour apprendre des choses simples, apprendre à piloter un avion dans des conditions de pilote professionnel. Et j'avais pas grand chose à reprocher à cette école, quoi. Je crois que maintenant ils sont un peu victimes de leur succès, ils ont des problèmes de planning. Il faut s'y prendre un petit peu à l'avance pour bien réserver des plannings avec eux, là. Ah, c'est plutôt une bonne chose d'être victime de son succès. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que je vais tous les ans au salon des métiers aéronautiques au Bourget. Il y a beaucoup d'écoles qui sont là, notamment des écoles qui ont des grosses stands. Il y a des grosses écoles, des écoles anglaises, etc. Et souvent, les jeunes pensent qu'il faut forcément aller dans une grosse école. Pas forcément. Ça dépend, en fait. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Il y a des gens, comme tu dis, comme toi, qui vont préférer être dans des écoles de taille un petit peu plus petite où ce sera peut-être un peu plus familial. Il y a d'autres gens qui vont préférer être dans une école plus grosse, en étant en uniforme, etc. Donc ça, c'est un conseil important, je pense. Tout le monde n'a pas forcément envie et besoin de faire la même école. Ça dépend vraiment des besoins des uns et des autres. Donc c'est important de le souligner à travers ton expérience. Il n'y a pas de mauvais choix. Ça dépend de l'objectif de carrière. Absolument. Alors comment ça s'est passé, ce CPL et cet IFR, cet IR? Tu as commencé par le CPL? Et j'ai commencé par le CPL, et effectivement. C'était intense qu'on peut imaginer, parce que c'est un PPL amélioré, sauf que cette fois-ci on y ajoute en fait une réflexion de pilote professionnel. Tout à fait. Tu travaillais pendant ton CPL? Oui. J'étais en décalé, donc je venais voler sur mes jours de repos, pardon, je vais le préciser. Et donc c'était avec Monsieur Perrault. Et donc c'était très instructif. Sur quel avion tu as fait le CPL? Alors initialement sur TB200, train tricycle non rentrant, et l'examen se faisait sur le TB20. TB20, donc une machine de 200 chevaux, un 6 cylindres, et train rentrant pas variable, enfin tout le tremblement, comme ils disent. Et voilà. Ça t'a plu, CPL? Le CPL, c'est sympa parce que là, vraiment, on commence à se mettre un peu dans la peau d'un pilote professionnel, puisqu'on doit se comporter, piloter, être dans le vol comme un pilote professionnel. Absolument. Il y a à prendre en compte les passagers, il y a à prendre en compte l'aspect opérationnel. C'est même plus vraiment un aspect simplement loisir ou balade dominicale. Là, c'est on a un plan A, un plan B. Si j'ai une panne, il faut que je réagisse comme un pilote professionnel. C'est très très instructif. Ça complète vraiment bien un PPL, j'ai envie de dire. Absolument, absolument. D'ailleurs, moi, avant que je puisse devenir pilote professionnel, avant que les normes évoluent au niveau de la myopie, j'avais un instructeur qui m'avait dit « mais tu devrais passer le CPL », alors qu'à l'époque, je pouvais pas devenir... en faire mon métier, mais en disant ça va te permettre d'améliorer ton niveau. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis. Combien de temps tu as mis à passer donc ce CPL en travaillant à côté? Alors, faut que je me rappelle. J'avais commencé en janvier 2019. J'ai dû le finir début avril. Parce que j'ai pris quelques vacances aussi. Donc c'était relativement rapide. Oui, avec quelque chose comme un vol par semaine à peu près en moyenne.
Alors, après le CPL, l'IR, l'IRME. sur quelle machine, combien de temps ça a pris? Alors, Est-ce juste que avant c'était l'IR, compliqué? juste avant l'IR, tu as l'instruction en simulateur, très importante. Oui. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi cette école-là. C'est parce qu'il y a un instructeur historique, Monsieur G, Monsieur Gréco, qui est connu, bien connu depuis très longtemps, qui a sa méthode bien à lui pour apprendre pour l'IRME. C'est indescriptible, mais simplement, en fait, on comprend. Il s'adapte à la personne, tout le monde comprend. Et on applique ensuite en simulateur ses cours. Et ça fonctionne très bien. Je pensais que l'IRME, enfin l'IR surtout, ça allait être quelque chose de très, très complexe, plein de procédures, plein de choses. Il a réussi à simplifier les choses, il utilise des métaphores, des images, des clés. Enfin, ça, je ne veux pas spoiler ceux qui vont y aller, je les laisserai découvrir comment ça se passe. Après le simulateur, sur quel avion alors, l'IRME? Sur des PA30. Sur des PA30 qui sont plutôt jeunes, mais qui sont rétrofités, qui sont en très bon état, très performants d'ailleurs. Je me rappelle quand je parlais d'immatriculation à certains chefs pilotes dans les compagnies, ils me disaient « Attends, mais moi j'ai déjà volé là-dessus, quoi. Je faisais ma formation là-dessus. Toi, tu voles encore là-dessus ?» Et pareil pour M. Gréco. Mais je faisais aussi ma formation avec lui. Alors, quel terrain t'as découvert peut-être pendant ce CPL et cet IRME? Sur quel aérodrome vous alliez en citer quelques-uns? Alors, les aérodromes principaux, c'était tout ce qui était Auxerre. Il y avait quoi? Il y avait Orléans, il y avait Blois pour les aérodromes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Non, je crois que c'était tout. Et en fait, j'ai eu un excellent binôme de formation IRME, Vincent Lemoigne, s'il m'entend. Et lui, en fait, il nous a poussé véritablement à dire allez, on va aller à l'Île-Dieu, on va aller à Saarbrücken, on va aller se balader un peu, Clermont-Ferrand, tout ça. Et j'ai dit mais en fait, il a raison. Et en fait, on a commencé à regarder une navigation ensemble et voilà, et on se faisait des vols. C'était plus vraiment des vols d'instruction. J'avais un retour Clermont-Ferrand où il était aux commandes. Il nous avait mis du Beethoven au niveau 80. On revenait au-dessus des nuages, on écoutait du Beethoven dans l'avion. C'était génial. Ah, c'est super de pouvoir faire des naves un peu plus longues, profiter de la formation pour aller loin et aller se faire éventuellement un petit resto quand on a le temps. Exactement, c'est très important les restos. Alors, après le CPL, IRME, donc chez Trimail à Toussus, tu disais que tu avais enchaîné avec la MCC ou tu as attendu un petit peu? J'ai réussi à avoir. J'ai recompté mes billes et j'avais assez pour passer la MCC. Je l'ai passé aussi chez Trimail. Ça, après, c'est un choix parce qu'ils avaient un simulateur. C'était un simulateur basique, c'est un peu générique, qu'on trouve partout. Il y en a qui préfèrent le faire sur des simulateurs 737. C'est un choix aussi. J'aurais pu avoir. Si j'avais eu les moyens, peut-être que j'aurais poussé jusqu'au simulateur 737, histoire d'être encore plus dans la peau du pilote. Pilote de ligne, quoi. On va revenir un petit peu sur ton boulot chez Transavia qu'on évoquait tout à l'heure. Ce boulot, concrètement, parle-nous-en, en quoi ça consiste? Alors, le technicien des opérations, c'est la personne qui va préparer le plan de vol, du vol du jour, en fait, jusqu'à 3 heures avant le départ. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, on lui donne une destination, une charge. Il rentre tout dans son calculateur et puis il en ressort une route qu'il doit analyser. Il doit analyser la météo, il doit analyser les terrains de destination, voir s'ils sont adéquats et checker les NOTAM, encore une fois. Ça, c'est du boulot. Ça, c'est du boulot. Alors, c'est beaucoup plus automatisé maintenant, mais c'est vrai qu'à une époque, on devait tous se les taper. C'était de la grande lecture, on avait les yeux qui se croisaient à la fin de la journée. Et en plus de ce métier de préparation de vol, j'ai une double casquette, comme 11 autres de mes collègues. On est aussi au suivi ATC. Donc on est juste en face du chef de car au centre des opérations de Transavia. Et on a la ligne des vols du jour. Et en gros, on fait la liaison entre le tarmac, le corridor et Eurocontrol. C'est-à-dire que s'il y a un bagage qui tarde à arriver, ou un passager qui tarde à arriver, le cordeau sous l'avion envoie ce qu'on appelle une OD, une estimée de départure. Je reçois ce petit message sous forme Telex, et moi je dis au contrôle, finalement on a 10 minutes de retard, on voudrait recaler le plan de vol. Voilà. Alors je gère aussi les créneaux. Les créneaux ATC que tu dois bien connaître, toi. Ouais, on n'en a pas trop depuis 2 ans, on va dire, avec le Covid, mais ouais, les créneaux. À l'époque, c'est bien là. J'ai de la chance, moi j'ai commencé en faisant de l'Evasan, donc en Evasan on n'a jamais de créneaux, donc j'ai pas été trop habitué aux créneaux au début, mais c'est vrai que les créneaux, des fois c'est un peu casse-pied. C'est un peu le contraire. Je sais pas si tu expliquais à tes auditeurs ce qu'étaient les créneaux. Vas-y, explique du coup. Moi, je pense qu'ils connaissent, mais. Ah oui, ils connaissent. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, les créneaux ATC, si vous voulez, c'est une sorte de file d'attente
qui sont imposés aux compagnies, imposés par le contrôle aérien. Quand ça bouchonne un peu. Voilà, et tout le monde a une file d'attente dedans, et puis vous avez un numéro dedans, enfin un numéro, c'est pas officiel, mais vous avez un numéro. Et si jamais vous êtes en retard, vous perdez votre place, donc vous passez derrière plein de personnes, et ainsi de suite. Et le but du jeu, du dispatcher, c'est d'éviter ces créneaux, parce que quelquefois vous avez des créneaux en vol. Donc vous changez la route, vous changez les niveaux, et voilà. Parce que les créneaux, ça peut aller de 10 minutes à... J'ai déjà vu 700 minutes. Ouais, à quelques heures. Tel Aviv. Ouais. Ça, clairement, c'est le contrôle ne veut pas que vous passiez par là. Alors, cette expérience, ton boulot actuel, c'est hyper intéressant. Et là aussi, tu apprends plein de choses qui te seront utiles dans le métier de pilote plus tard. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes à nous raconter peut-être sur ce que tu as pu vivre dans cette fonction, ce que tu peux vivre dans cette fonction? Plus chez Air France que chez Transavia. Allons-y. C'est la distance qui veut ça. Je me rappelle d'un hiver en 2014 où moi j'étais secteur Asie-Afrique. Je faisais les plans de vol Asie-Afrique. Et à l'époque, il n'y avait pas encore suivi de vol chez Air France. Mais malgré tout, en fait, en pleine nuit, sur les vols de nuit, en fait, en hiver, notamment, les routes pour aller au Japon passent au-delà du 60e parallèle nord, donc au-dessus de la Russie, les terrains russes. Et arrive ce qui arrive très souvent en hiver sur les terrains russes, avec la météo, les terrains tombent petit à petit. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent les réglementations ETOPS, nous utilisons Air France utilise des 777, donc des bimoteurs pour aller au Japon. Vous ne pouvez pas vous éloigner à partir d'une certaine distance en temps de vol sur un moteur d'un terrain. Si ces terrains tombent, vous êtes en infraction au-delà, donc il faut trouver une route qui s'adapte. Et du coup, j'ai ce souvenir de cette nuit-là où les terrains russes tombaient petit à petit, et on avait 2 vols dans la zone, et on a sorti les cartes. Donc en fait, quand un terrain, par exemple là en Russie, ferme, si c'est un des terrains de soutien sur la route, vous êtes informé on le voit, en fait, il n'est plus accessible. Ouais. Et en fait, on prend la décision de changer la route en fonction du pétrole qu'il a. Et là, en fait, on sortait les cartes. C'est ça qui est génial. Donc, on sortait les cartes papier. On mettait sur la table, on se mettait tous autour. Lui, il y a lui, il y a lui. Alors, parce que dans certains endroits en Russie, il n'y a pas des tonnes d'aéroports, j'imagine. Voilà, exactement. En tout cas, qui sont adéquats pour il faut redescendre un peu plus au sud, plutôt vers la Chine. Et là, on trouve un peu plus de terrain. Mais quelquefois, je ne sais plus ce qui s'était passé ce jour-là, s'il n'y avait pas un terrain chinois qui était fermé aussi. Bref, c'était très intéressant. J'ai plus vraiment tous les détails, malheureusement, mais ces anecdotes. Intéressant. C'était le chef de car, plusieurs dispatchers, le chef de car secteur. On était tous autour d'une table et c'était comme dans un cockpit. C'est-à-dire qu'on prenait des décisions, on décidait. C'était un ensemble de professionnels qui réfléchissaient à une problématique et on trouvait des solutions avec. Pendant que l'équipage était en train de lui aussi de travailler dans son cockpit pour essayer de trouver des solutions. C'était très instructif. J'ai beaucoup aimé cette ambiance. Un bon travail en équipage. Ouais. C'est une bonne idée de scénario pour des sélections, pour l'exercice de groupe de sélection. Ouais. C'est un peu ce qu'on fait. Est-ce que j'en ai déjà parlé, ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la recherche d'emploi, de boulot de pilote? C'est pas forcément évident, surtout depuis à peu près 2 ans. Oui, depuis le Covid, ouais. Après mon CPL RME, en juillet 2019, j'ai commencé comme tout le monde en fait, à chercher du travail. À l'époque, il ne fallait pas encore l'UPRT. Ça, c'est quelque chose qui est demandé depuis décembre 2020. Et une formation de 3 heures, un peu voltige, un peu prévention, montée inusuelle, tout ça, je précise un petit peu. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu de la chance. Il y avait des sélections Hop Air France, que tu dois bien connaître. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Absolument, ouais. Et du coup, il y avait donc ils avaient mis le format des sélections, ils l'avaient mis sur sur le format d'Air France, donc Psy 1, Psy 2. Il n'y avait pas les Psy 0, je crois. Non. Et du coup, je suis descendu à Toulouse pour passer les Psy 1. Et en qualité de sélection pro, en fait, finalement, c'était pas cadet, c'était sélection pro parce que j'avais déjà ma MCC. Et j'ai passé les Psy 1. Et je suis remonté donc à Paris pour passer les Psy 2. Et c'est là, en fait, on s'est rencontrés au Shed à Orly. Absolument. Et donc les Psy 2, je les ai pas réussi. Voilà. Je sais pas pourquoi. J'ai demandé des retours, toujours pareil, du rétexte, un retour d'expérience. J'en ai pas eu. Je me fais une raison. Je retenterai une deuxième fois. On verra bien s'ils me diront non une deuxième fois. Alors ils m'ont dit non. Je crois que c'était une semaine avant que le Covid ferme tout.
Et voilà, donc je ne sais pas, est-ce qu'ils étaient déjà s'ils savaient déjà quelque chose sur le Covid, quoi que ce soit. Alors, je pense pas, mais après, c'est vrai que les sélections, même des sélections ratées, on apprend toujours des choses, forcément. Hein. De toute façon, de manière générale, dans la vie, on apprend de ses réussites et tes échecs, et c'est comme ça qu'on progresse. Et alors, depuis, donc tu t'envoies des CV, c'est compliqué comme période pour... C'est compliqué, ça va aller un peu mieux, j'en parlerai juste après, mais c'est compliqué pour le moment. J'avais envoyé un mail à Air France, parce que j'étais inscrit déjà sur leur liste d'attente en 2019, et ils m'ont dit oui, dès qu'on a une date en juillet 2020, on vous fait passer les psyens, pas de problème. Bon, j'attends toujours leur mail, à mon avis, ils ont d'autres chats à fouetter, quoi. Ouais, en ce moment. Et voilà. Mais après toute tempête, le soleil revient. Et là, en fait, on commence à voir un petit peu des bribes de rayons qui sont encore à 100 nautiques. On les voit encore un peu loin, mais c'est en train de revenir. Il y a des bruits de couloir à gauche, à droite qui disent que les reprises de sélection, que ce soit cadet ou autre, je m'avance peut-être, mais je veux pas... Voilà, les reprises de sélection cadet, pro, quoi que ce soit, ne sont plus si loin que ça. Alors, il y en a qui disent 2023, il y en a qui disent 2022. Pas trop avancé. Ce qui est sûr, c'est que la situation effectivement s'améliore là encore. Juste pour qu'ils puissent faire leur calcul, Transavia rajoute à peu près 11 avions par an. Ben Smith, le grand patron, a dit qu'il voudrait bien arriver jusqu'à 100, 150 machines, sans problème. Il faut à peu près entre 10 et 15 copilotes par machine. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Donc, c'est plutôt prometteur. Et c'est vrai que la situation s'améliore petit à petit. Là, hier encore à Londres, j'étais à l'apéro de départ d'un instructeur d'un autre aéroclub qui vient de trouver du boulot. Et c'est vrai que les aéroclubs, on voit des instructeurs partir parce qu'ils trouvent du boulot en ligne. Donc c'est plutôt une bonne chose. La situation est effectivement en train de s'améliorer. Et c'était déjà le cas aux États-Unis. En Europe, EasyJet a eu des ventes records. Lufthansa a réarmé ses A380 et 747. British Airways aussi, Qatar aussi. Enfin, c'est bon signe, quoi. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes ou moins jeunes qui voudraient se lancer par rapport à ton propre vécu sur tout l'aspect formation ? Alors j'ai envie de dire ne rien lâcher, ça c'est ce qu'on dit à chaque fois. Moi, le truc que j'ai vraiment envie de dire aux gars qui sont vraiment comme moi, c'est vas-y au culot. Tu fermes les yeux, tu baisses la tête, tu bosses. Tu cherches pas à comprendre quoi que ce soit, tu vas jusqu'au bout. Tant qu'on te dit pas non, tu continues. Et même quand on dit non, faut persévérer. On te sort par la porte, tu rentres par la fenêtre, tu m'entends ? Tu reviens par la fenêtre. Non, c'est très important. C'est vrai que si on s'arrête au premier obstacle, on n'y arrivera pas. Il faut être opiniâtre. Voilà. Ne rien lâcher. Je sais plus qui c'est qu'en Angleterre, j'avais vu une statistique. Le premier taux d'échec dans ce métier-là, c'est pas le médical, c'est pas les taux de réussite, c'est l'abandon. L'abandon, c'est le premier taux d'échec. Donc il faut rien lâcher. Absolument. Autre chose en conseil ou... Ne pas oublier d'apprécier ça, parce que c'est quand même aéronautique, quand même pas mal ce qu'on fait. On pilote des machines, ça fait d'excellents souvenirs. Même les mauvais moments, ça fait d'excellents souvenirs. Et ne pas se comparer aux autres. Ça aussi, c'est important. On n'en parle pas assez de la comparaison, parce que chacun a des routes différentes. Il y en a qui arrivent plus tôt en ligne, il y en a qui arriveront plus tard. Ça sert à rien de se comparer. Ça fait plus de mal qu'autre chose. Autant baisser la tête, continuer à avancer, et ça va sourire. Dans la période dans laquelle on est, donc on n'a pas forcément le choix d'un boulot, mais de façon très hypothétique, si tu avais le choix, quel type de poste t'aimerais ? Plutôt la ligne, l'aviation d'affaires, le cargo, quelle machine ? Comme tu le dis, on n'a pas trop le choix, donc j'avoue, le premier truc qui se présente, je prends. Bien sûr. Après, si j'ai le choix du choix, j'aime la ligne. J'aime la ligne parce que ma famille a travaillé dans la ligne, l'aviation commerciale de ligne, Air France, et même, comment ça s'appelle déjà, Air Inter avant. Et ouais, donc j'ai une affection pour la ligne, pour cette méthode de travail particulière. Alors, si tu rentres prochainement chez Hop, la machine, ce sera l'E-Jet, qui est vraiment une super machine, l'Embraer 170 que moi je pilote et que j'aime beaucoup. Si tu rentrais chez Air France, est-ce que tu aurais une préférence en termes de machine entre le 737 chez Transavia, l'A320 ou l'A220 ? C'est des choix de riches parce qu'en fait on les a pas, donc c'est très théorique. Exactement. Mais on choisit pas la machine sur laquelle on rentre. Exactement. Je crois de toute façon, il me semble que les nouveaux arrivants, les low-timers comme moi, parce que j'ai 240 heures à peu près, je vais te préciser, ce qui n'est pas beaucoup pour un CPL. Les low-timers comme moi, en général, sont dirigés vers les 737. Ça me va. J'aime beaucoup le 737. Après, entre choisir Airbus et Boeing, ça peut choisir entre sa mère et son père. C'est pas facile. C'est pas facile.
C'est tellement différent. C'est clair. Les deux avions sont beaux, les deux avions me plaisent. Peut-être le Boeing, il y a peut-être un peu plus à piloter, on a un peu plus de choses à faire, donc peut-être un peu plus intéressant pour quelqu'un qui cherche à vraiment avoir du flying skill, comme on dit. Mais je crois qu'on peut en avoir tout à fait aussi sur Airbus. Donc je manque d'expérience de retour. Écoute, dans 10 ans on en reparle et puis je te dirai. Alors j'imagine que vu ton vécu déjà professionnel chez Air France puis chez Transavia, t'aimerais rentrer chez Air France, enfin, en tout cas dans le groupe Air France. Oui, mais si j'ai envie de choisir, ce serait d'abord chez Transavia. Ouais, bien c'est sûr. La philosophie différente. C'est pas encore le côté industriel d'Air France, la grande boîte. Transavia a encore cette dimension un peu familiale. Tout le monde se connaît, les pilotes se connaissent entre eux, ils nous connaissent par nos noms. C'est encore assez petit. Ça va grandir, ça va être de plus en plus industrialisé. Mais et puis j'aime ce côté. Transavia, c'est France Soleil, donc c'est les vacances, c'est les destinations où il fait beau. Il y a du soleil, c'est pas comme Hambourg avec Hop. Je te taquine un petit peu, mais vous allez au soleil. Des destinations aussi. Dans le sud aussi. Bien sûr, absolument. Mais oui, et l'objectif de carrière, si je ferme les yeux, ce serait au moins la ligne, le long courrier. Effectivement. Si possible, évidemment chez Air France. Après, s'il y a d'autres compagnies, je serais tout à fait ravi aussi. Là, je ferme les yeux, si tu veux, et je m'imagine sur un Paris-Réunion, dans un 777 en place droite, au-dessus de l'Éthiopie, et je suis heureux. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Moi, c'est vrai que j'ai un attachement à Air France pour plein de raisons, parce que c'est la compagnie nationale, parce que c'est une histoire, etc. Aussi, tout à fait. Et donc, j'avais vraiment... Moi, j'ai travaillé chez CityJet avant de rentrer chez Hop, et j'avais vraiment envie de rentrer chez Air France et d'être dans cette compagnie, dans ce groupe, cette compagnie française, en étant conscient que dans un groupe comme Air France, on met plus de temps à passer commandant de bord que dans d'autres compagnies anglo-saxonnes, notamment des compagnies low cost, où on peut plus facilement passer à gauche plus rapidement. Et c'est vrai que c'était un choix que j'ai fait. J'ai préféré être plus longtemps copilote pour avoir le plaisir d'être dans cette boîte. Toi, comment tu te situes par rapport à ce choix qui est un vrai choix de carrière? C'est le même état d'esprit. Ça me gênerait absolument pas d'avoir le choix. Mais tu sais quoi, on me dit un jour, Axel, on peut pas te proposer un poste de commandant de bord, mais tu copilotes toute ta vie sur 737 ou à 320, mais je signe tout de suite. On y va tout de suite, c'est pas grave. C'est pareil, j'ai cet attachement déjà, donc, comme je disais, dans ma famille, Air France est déjà bien présente. En plus, c'est la compagnie nationale, c'est un emblème, c'est un fantasme. Ouais, c'est les mots. Et voilà, et du coup, il n'y a même pas besoin d'élaborer dessus, quoi. Alors, c'est sûr aussi, après, il y a d'autres compagnies à côté qui me font rêver. Quand je vois les Air Caraïbes partir à 350, c'est magnifique aussi. Flybe, Corsair, bien sûr, pas citer Corsair, c'est impossible. Toutes ces compagnies françaises me font rêver. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'il y a toutes les compagnies étrangères. Ce qui est intéressant, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le choix des écoles, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes envies. Il y a des gens, effectivement, on parle de pilotes français, par exemple, qui vont avoir envie de voler plutôt pour une compagnie française, certains plutôt pour le groupe Air France, et puis d'autres qui vont préférer progresser plus rapidement, peut-être. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun a des envies différentes et qu'il y a la possibilité, en fonction de ses envies, d'aller vers une compagnie ou vers une autre. La seule chose qui sera commune à tout le monde, c'est de mettre le doigt dans l'engrenage. Ça va être le premier pied à l'étrier. À partir du moment où on arrivera, c'est ce que me dit tout le monde. J'espère avoir l'occasion d'en parler et de le dire à mon tour. À partir du moment où on signe son premier contrat de copilote, la grande aventure commence et en fait tout est simplifié derrière. Au niveau d'évolution, je parle. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'une fois qu'on commence à accumuler des heures de vol sur des machines un petit peu plus grosses, même si c'est pas forcément des très grosses machines, hein, ça peut être par exemple du turbopropulseur pour commencer. C'est vrai que comme tu dis, après les choses sont beaucoup plus simples parce que on accumule de l'expérience sur des machines turbines ou réacteurs, en IFR, en travail en équipage, etc. Et après, les choses sont quand même beaucoup plus simples. Effectivement, c'est la première marche souvent qui est la plus compliquée. Écoute, on s'achemine vers la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais encore une anecdote qui pourrait te revenir en mémoire, un souvenir de vol ou un conseil à donner aux gens qui se lancent dans cette belle aventure pour devenir pilote professionnel et pilote de ligne? Souvenir de vol, j'essaie de voir parce qu'il y en a aussi en tant que passager.
En tant que passager, on peut dire aussi. Bien sûr. Ouais. Retour de la Réunion, voilà France toujours. Retour à la Réunion 747-300. À l'époque, donc avant les 777. On aspire une mouette sur le moteur 3 au roulage. Et au décollage, en fait, le moteur fait un son pas comme d'habitude, un son un peu plus rageur, un peu plus... pas comme d'habitude, en fait. Je sais pas, quand on a l'oreille dans un avion, on se rend compte qu'il y a un moteur qui sonne pas comme les autres. Et j'ai fait pas plus attention que ça, on commence à partir. 20 minutes après, l'équipage nous annonce qu'il faut retourner, qu'il va falloir vidanger les carburants, vidanger les réservoirs, pour atteindre la masse maximale à l'atterrissage en toute sécurité. Il faut vidanger les réservoirs. Et il nous dit notamment, nous avons des ratés avec le moteur 3. Moi, je suis assis à droite, au niveau juste avant de l'aile, au moteur droit. Je dis, tiens, c'est le moteur juste à côté. Je regarde, il y avait un petit filet de fumée juste à côté. Donc là, la petite panique quand même, mais au final, j'ai pu étudier, voir un petit peu déjà, sans même me dire que j'allais être pilote de ligne. Je regardais déjà comment ça se passait. En bout d'aile, on voyait le faisceau de carburant qui s'échappait. Et j'imaginais le pêcheur en bas en train d'allumer sa clope. On s'est reposé, pompiers, tout le tralala, et ils ont ressorti. Je me rappelle, on était encore dans l'avion, ils ont viré le cône du moteur 3, ils ont retiré des carcasses d'oiseaux dedans. C'était pas beau. C'était pas beau à voir. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme anecdote ? À Paris, Réunion, décidément, j'avais que là-bas, en 747-300 à nouveau, avion de prédilection. Et là, c'était pendant la tempête de 99. En fait, là où les gens étaient au sol, nous, on était en train de partir et on est passé, je crois, juste avant la tempête. Et je pense que c'est peut-être la seule fois de ma vie où j'ai eu peur dans un avion de ligne. J'étais sur l'aile gauche, j'avais les vues sur les moteurs et je voyais les deux moteurs gauche qui faisaient yo-yo, mais pas en même temps. Donc l'un montait, l'autre descendait. Donc l'aile était sous des torsions, des pressions impressionnantes. Elle faisait des amplitudes au niveau du saumon d'aile. C'était énorme. L'équipage était vraiment très tendu. Et c'est une fois qu'on s'est posé à la Réunion, qu'on a eu des retours de nos proches. Mais en fait, c'est ravagé, quoi. Les toitures se sont envolées. Et voilà, on s'est rendu compte, en fait, c'était pas rien du tout, quoi. Et voilà. Donc j'espère avoir des anecdotes en tant que pilote de ligne. T'en auras plein. Écoute, Axel, merci beaucoup. Merci à toi, Olivier. Pour cette discussion. Merci de m'avoir accueilli. Bon courage pour la recherche de boulot. Et puis, on essaie de se faire un petit vol à l'aéroclub, puisqu'on est dans le même aéroclub. Absolument. Un de ces jours. Absolument, C'est un petit moment qu'on n'a pas volé ensemble. Ouais. Merci. À plus tard. Voilà, merci à Axel pour avoir partagé avec nous son parcours. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à écouter les 3 premiers épisodes du podcast. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast. Je vous invite à nouveau à mettre une bonne note afin de favoriser la visibilité de ce podcast et en parler autour de vous. Rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 5. Et en attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube Histoire d'aviation. Bon vol!